Imaginez-vous au cœur du Colisée. Autour de vous, des dizaines de milliers de voix hurlent d'excitation. Un seul geste, une seule erreur, et votre vie ne tient plus qu'au pouce levé ou baissé de la foule. Qui étaient ces hommes, qui ont fait de l'arène leur destin, entre gloire et mort? Dans la Rome antique, la société reposait sur un système complexe où les spectacles publics occupaient une place majeure. Parmi ceux-ci, les jeux de gladiateurs se démarquaient par leur importance culturelle et sociale. Ces combats n'étaient pas de simples divertissements, mais des événements intégrés au tissu même de la vie romaine, jouant un rôle dans l'affirmation du pouvoir politique et dans la démonstration des valeurs de courage, d'honneur et de discipline. Au cœur de cette tradition, le Colisée représentait un lieu emblématique, capable d'accueillir des dizaines de milliers de spectateurs venus assister à ces affrontements rituels. L'origine des jeux de gladiateurs remonte à des rites funéraires étrusques où des combats avaient lieu pour honorer les morts. Progressivement, ces scènes sanglantes ont évolué en véritables spectacles organisés, mêlant la politique et la religion. Les empereurs, en particulier, utilisaient ces manifestations pour renforcer leur popularité auprès du peuple romain et démontrer leur pouvoir. La centralité du Colisée dans cet univers venait d'une volonté de créer une arène monumentale, facilement accessible et capable d'impressionner par sa taille et son architecture innovante. Les gladiateurs eux-mêmes, souvent des esclaves ou des prisonniers, étaient soumis à un entraînement rigoureux. Leur vie quotidienne oscillait entre discipline stricte et soins attentifs, destinés à maintenir leurs conditions physiques optimales. Les écoles de gladiateurs, appelées ludus, étaient des institutions spécialisées où ils apprenaient à manier différentes armes et à adopter les techniques de combat les plus efficaces. Ce métier contraignant ne leur laissait guère de place pour l'erreur, car chaque mouvement pouvait décider de leur survie dans l'arène. Le combat, moment culminant du parcours d'un gladiateur, était encadré par des règles strictes et une mise en scène particulière. Le déroulement des joutes se voulait à la fois spectaculaire et respectueux de certaines traditions. Les types de gladiateurs variaient en fonction des armes et des armures, créant une esthétique spécifique dans chaque duel. Certains étaient équipés d'épées courtes, d'autres de tridents ou de filets, et ces différences alimentaient les stratégies de combat. La tension palpable au sein du Colisée était amplifiée par la participation active du public, dont le jugement pouvait influencer le sort accordé aux vaincus. Les jeux de gladiateurs ne se limitaient pas à la violence gratuite. Derrière la brutalité apparente se cachait une structure sociale valorisant la discipline et la maîtrise de soi. La gloire d'un gladiateur ne résidait pas seulement dans sa capacité à vaincre ses adversaires, mais aussi dans la manière dont il respectait les codes de l'honneur propres à cette communauté. Certains devenaient de véritables héros populaires, idolâtrés par le peuple et parfois même libres après des années de combat. Cependant, la majorité vivait sous la menace constante de la mort, ce qui conférait à leur existence une dimension à la fois tragique et fascinante. Le spectacle proposé au Colisée comprenait également des éléments complémentaires, tels que des chasses d'animaux exotiques et des reconstitutions de batailles célèbres qui renforçaient la fascination pour la puissance romaine. Ces événements servaient à rappeler la domination de Rome sur les territoires conquis et à illustrer la supériorité de sa civilisation. Dans ce contexte, les gladiateurs incarnaient à la fois la force et la résilience, devenant des symboles vivants des valeurs que la société romaine cherchait à transmettre. L'importance des jeux dépasserait largement la simple dimension festive. Ils constituaient une cérémonie publique où les citoyens exprimaient leur identité collective à travers une expérience partagée. Le bruit des foules, les acclamations et parfois les silences pesants renforçaient le sentiment d'appartenance à une communauté unie par des valeurs communes. La place des gladiateurs dans cette dynamique n'était donc pas anodine. Ils étaient au centre d'un rituel social crucial, oscillant entre héros et victimes. L'architecture du Colisée elle-même reflétait cette double nature du spectacle. Sa conception ingénieuse permettait une visibilité optimale pour tous les spectateurs, tandis que les mécanismes internes
accueillaient des décors mobiles et des dispositifs scéniques variés. Chaque combat s'inscrivait ainsi dans un cadre technique sophistiqué, capable de surprendre et d'immerger l'audience. Cette modernité architecturale renforçait le prestige des jeux et témoignait du génie romain pour créer des espaces spectacles adaptés aux besoins d'une société en pleine expansion. Les sources historiques témoignent des diverses facettes de la vie des gladiateurs, qui, malgré leurs conditions difficiles, bénéficiaient parfois d'un statut particulier. Certains salaires, des récompenses symboliques et une reconnaissance sociale modérée leur étaient parfois accordés. Toutefois, ces avantages ne pouvaient effacer le poids d'un destin souvent brutal, marqué par la violence et la précarité. L'étude des vestiges archéologiques et des textes antiques permet de mieux comprendre cette réalité complexe, où la vie et la mort se mêlaient étroitement sur le sable de l'arène. De plus, la figure du gladiateur a inspiré de nombreuses représentations artistiques, depuis les fresques murales jusqu'aux sculptures, contribuant à la mémoire collective de cette époque. Ces témoignages iconographiques offrent un aperçu précieux des équipements, des postures et des mises en scène, enrichissant notre connaissance des pratiques associées au combat. Par ailleurs, certaines inscriptions funéraires révèlent l'attachement des gladiateurs à leur métier, exprimant parfois fierté et résilience face aux difficultés rencontrées. Enfin, il importe de souligner que la popularité des jeux de gladiateurs a connu des évolutions au fil du temps. Si au début ils étaient perçus comme des rituels indispensables, la montée des valeurs chrétiennes finira par remettre en question leur légitimité. Progressivement, les combats furent réduits, puis interdits, marquant la fin d'un chapitre majeur de l'histoire romaine. Cette transformation reflète les changements profonds dans les mentalités et les structures sociales, offrant un miroir de l'évolution de la civilisation occidentale. Ainsi, en contemplant l'univers des gladiateurs, on découvre non seulement un spectacle fascinant, mais aussi un miroir de la complexité de la Rome antique. Ils incarnent les paradoxes d'un temps où la lutte pour la vie se conjuguait avec la quête de la gloire, où la brutalité côtoyait la discipline et la solidarité. Cette réalité multiple nous invite à poursuivre notre exploration, pour mieux saisir les détails de leur quotidien et les mécanismes des combats qui les ont rendus légendaires. Ces éléments serviront de transition vers une étude plus approfondie de leur entraînement et de leur préparation aux défis de l'arène. La sélection est l'origine des gladiateurs. D'autre part, les esclaves achetés pour devenir gladiateurs représentaient une autre catégorie. Acquérir un esclave en vue de le former à ce métier était un investissement économique. Ces individus, parfois dépourvus de grandes forces, mais dotés d'une certaine robustesse et d'un potentiel physique, étaient placés dans des écoles spécialisées appelées ludus. Les propriétaires des ludus, ou lanistes, étaient responsables de leur formation, de leur entraînement aux différentes armes et tactiques et de leur discipline stricte. L'entraînement pouvait durer plusieurs mois, voire années, puisqu'un gladiateur bien préparé augmentait les chances de succès et donc la valeur du spectacle. Cette sélection était rigoureuse, car il fallait aussi prévenir la mort trop rapide pendant les combats, afin d'assurer une durée suffisante à leur exploitation. Il est important de noter que, paradoxalement, certains hommes choisissaient volontairement la carrière de gladiateur. Ces volontaires, appelés auctorati, pouvaient être des personnes en difficulté financière ou sociale, cherchant à améliorer leurs conditions ou à gagner de la renommée. Ils signaient un contrat avec un laniste, acceptant de mener cette existence dangereuse en échange d'une rémunération et parfois d'une certaine forme de liberté. Leur motivation pouvait aussi découler d'un désir d'aventure ou d'un besoin d'échapper à une situation personnelle difficile. Cette catégorie d'entrants dans l'arène contraste avec les autres par le fait qu'elle impliquait une décision consciente, parfois même empreinte d'une certaine forme de fierté. Le recrutement des gladiateurs reflétait également des considérations d'origine géographique et ethnique. Certaines écoles favorisaient des gladiateurs issus de régions où la lutte et le combat à main nue ou armée faisaient partie des coutumes. Par exemple, les Gaulois, Thraces ou Numides étaient réputés pour certaines qualités martiales,
ce qui poussait les lanistes à rechercher ces profils spécifiques lorsque cela était possible. Cette dimension culturelle participait à la diversité des styles de combat et des équipements dans les arènes, infléchissant aussi la perception que les spectateurs romains avaient des différents peuples soumis ou intégrés à l'Empire. Ces origines multiples contribuaient à instaurer une forme d'exotisme dans l'expérience du public. Les conditions de vie des gladiateurs dès leur arrivée dans les ludus étaient strictes et contrôlées. Confinés dans des espaces clos, soumis à une hygiène et à une alimentation spécifiques, ils subissaient un rythme de vie fortement discipliné. Leur quotidien combinait entraînements intensifs, soins médicaux afin de maintenir la forme physique, et parfois même une forme de solidarité entre combattants partageant une même destinée. Malgré cette rigueur et les risques permanents, certains gladiateurs pouvaient jouir d'une certaine notoriété à l'intérieur même de leur milieu, encouragés par la possibilité de gagner des combats successifs. Cette tension entre contrainte et espoir caractérisait leur existence dans l'univers fermé du ludus. L'entraînement des gladiateurs incluait des exercices adaptés à leur rôle dans l'arène. Selon les spécialités, ils étaient armés de différentes manières. Du murmillo équipé d'un casque orné et d'un grand bouclier aux rétières maniant un filet et un trident. Chaque type de gladiateur suivait un programme spécifique visant à développer des compétences particulières, comme l'agilité, la force ou la stratégie. Ce point reflète une organisation sophistiquée, où la préparation physique s'accompagnait d'une mise en scène destinée à garantir l'intérêt du public. La formation impliquait également des simulations de combat pour renforcer les réflexes et l'endurance. Les motivations des principaux acteurs dans ce système méritent une attention pour mieux comprendre la complexité des choix humains. Pour certains lanistes, les gladiateurs représentaient une source de profit à travers les spectacles lucratifs. Les organisateurs des Jeux, souvent appartenant à l'élite politique, voyaient dans ces événements un moyen de consolider leur pouvoir en charmant la foule et en exhibant la grandeur de Rome. Quant aux gladiateurs eux-mêmes, leurs réactions étaient variées, de la résignation à la quête de gloire en passant par la recherche de survie. Ces dimensions multiples dessinent un tableau social strict, mais marqué par des zones d'ombre où l'initiative personnelle pouvait parfois s'exprimer. La vie initiale des gladiateurs n'était pas uniquement marquée par leur entrée dans l'arène. Dès la sélection, leurs conditions physiques étaient analysées en détail. L'état de santé, la capacité respiratoire et la résistance à la douleur faisaient l'objet d'observations précises. Ce contrôle rigoureux visait à optimiser la rentabilité de chaque combattant en minimisant les risques inconsidérés. De plus, la psychologie du gladiateur, notamment sa capacité à supporter le stress et la peur, était parfois prise en compte, même si elle restait difficile à évaluer. Ce souci de gestion de l'individu au sein d'un système relativement industriel souligne la modernité inattendue de cet aspect de la société antique. Pour certains gladiateurs, la promesse d'une future liberté existait, notamment à travers l'octroi symbolique du rudi, une arme en bois témoignant du statut d'affranchi. Cette perspective constituait une motivation supplémentaire durant la formation et les combats. Toutefois, la majorité restait prisonnière d'un destin incertain, oscillant entre la popularité éphémère et une fin souvent brutale. Les statistiques précises manquent, mais l'expérience accumulée par les historiens suggère un taux élevé de mortalité, particulièrement lors de grandes manifestations publiques où les combats étaient nombreux et les enjeux politiques importants. Enfin, il convient de souligner que la question des mythes entourant l'origine des gladiateurs nourrit toujours le débat. Certaines représentations, parfois amplifiées par la littérature ou le cinéma, privilégient l'image romantique ou tragique d'un combattant engagé par honneur ou destin. La réalité est plus nuancée, fondée sur des rapports de force et des contraintes socio-économiques. La sélection des gladiateurs témoigne de cette complexité où s'entremêlent esclavage, servitude volontaire, survie et spectacle. Cette compréhension aide à mieux saisir le poids symbolique des jeux dans la société romaine ancienne, où chaque entrée dans l'arène
portait une dimension sociale et politique très forte. Cette étude des origines et des modalités de recrutement prépare ainsi le terrain pour examiner plus précisément la vie quotidienne de ces combattants dans les écoles, leur entraînement, ainsi que la préparation concrète au combat. La réalité de leur existence s'inscrit dans un contexte profondément marqué par le contrôle, la discipline, mais aussi par une forme de solidarité interne et un rapport ambivalent à la mort, qui bientôt sera exploré plus en détail. La vie quotidienne dans les loudis. Chaque matin débutait par une séance d'exercice physique destinée à renforcer l'endurance, la force et la rapidité. Les gladiateurs pratiquaient la course, le saut et divers mouvements gymniques qui préparaient leur corps aux combats violents à venir. Leurs entraînements comprenaient également la maîtrise des armes spécifiques à leur type, telles que le trident et le filet pour les rétières, ou le glaive pour les mirmillons. Le maniement précis et rapide de ces armes était essentiel, car ils pouvaient décider de la vie ou de la mort lors de l'affrontement sur la piste. L'entraînement ne se limitait pas aux aspects physiques. Une discipline militaire stricte encadrait les journées. La soumission aux règles, le respect hiérarchique et la rigueur dans l'exécution des ordres étaient nécessairement inculqués. Les gladiateurs étaient soumis à des surveillants appelés doctors, eux-mêmes anciens combattants chargés de veiller à ce que chaque élève respecte le code du ludit. La vie en communauté, sous la surveillance constante, favorisait une certaine forme de solidarité entre hommes forcés à cohabiter dans des conditions austères. Les relations entre gladiateurs oscillèrent entre rivalité et camaraderie, bien que leur destin soit de s'affronter devant le public romain. Dans l'intimité du ludit, beaucoup s'entraidaient, partageant conseils et encouragements. Cette coexistence paradoxale était menée dans un souci de survie collective, car la formation optimale de chacun renforçait la renommée de l'école et la pureté du spectacle offert à Rome. Certains combattants, malgré la nature violente de leur profession, développaient des liens humains profonds, une fraternité née de l'expérience partagée. Parallèlement à l'entraînement, l'alimentation et la récupération occupaient une place importante. Les gladiateurs suivaient une diète spécifique visant à développer une musculature adaptée et à favoriser la résistance. Les repas étaient souvent composés d'un mélange de céréales, de légumes et d'un apport limité en protéines. L'hydratation abondante était aussi essentielle, surtout après des sessions exténuantes. Cette attention à la nutrition participait à la longévité dans ce métier exigeant, contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier abord. Le régime de vie imposé dans les ludis pouvait paraître sévère, mais il répondait à un objectif clair: forger des combattants capables de supporter les épreuves de l'arène. En effet, la préparation mentale était tout aussi rigoureuse. La peur, la douleur et la fatigue devaient être maîtrisées pour que le gladiateur conserve sa force et son sang-froid le jour du combat. Cette résilience était souvent encouragée par une philosophie stoïcienne largement diffusée dans l'Empire, valorisant le contrôle de soi et la dignité face à l'adversité. Dans le cadre des ludis, les blessures faisaient partie du quotidien. Les entraînements impliquaient des contacts réels armés sous la surveillance attentive des doctors, qui intervenaient rapidement pour soigner les coups reçus. La médecine appliquée aux gladiateurs était étonnamment avancée pour l'époque, mobilisant des remèdes à base de plantes et des techniques chirurgicales simples. Cette prophylaxie contribuait à maintenir un effectif de combattants disponibles et prêts à combattre, tout en diminuant les risques de contamination et de mortalité évitables. Les équipements étaient un autre élément central du quotidien. Chaque école possédait un arsenal important de matériel protégeant les gladiateurs et accentuant l'aspect spectaculaire de leurs combats. Les casques, boucliers et protections corporelles étaient soigneusement entretenus pour optimiser la sécurité. La qualité des matériaux utilisés variait selon la renommée du ludit et les moyens financiers à sa disposition. Ce soin porté aux armes et aux armures soulignait l'importance accordée à l'esthétique et à la praticité, deux piliers du spectacle attendu par le public romain. Outre les combats, les gladiateurs se devaient de s'adapter à une vie rythmée par des règles strictes. Le sommeil, la vie sociale limitée
et les moments de repos étaient régulés. La monotonie apparente de cette routine était ponctuée d'instants privilégiés destinés à renforcer la cohésion du groupe, comme les repas partagés ou les briefings collectifs. Cette organisation rigoureuse favorisait une préparation constante et une disponibilité totale des combattants, prêts à répondre aux exigences des prochains jeux dans le Colisée. La notoriété des Ludi variait selon leur histoire et leurs résultats dans l'arène. Certaines écoles gagnaient en prestige grâce à la réussite régulière de leurs élèves, attirant ainsi des recrues prometteuses ou forcées. D'autres restaient dans l'ombre, voués à former principalement des condamnés ou des esclaves. Dans tous les cas, les Ludi représentaient une institution fondamentale du spectacle romain, reflet des valeurs impériales et un instrument puissant d'intégration sociale à travers le spectacle de la vie et de la mort. L'entraînement au sein des Ludi ne se limitait pas à la répétition mécanique des gestes guerriers. Il incluait également l'apprentissage des stratégies de combat et l'étude des adversaires potentiels. Chaque combattant se devait de connaître ses forces et ses faiblesses, ainsi que celles de ses concurrents. Cette connaissance fine résultait d'observations minutieuses et d'une mémoire stratégique nécessaire pour maximiser les chances de survie durant les affrontements. L'aspect intellectuel de la préparation est parfois sous-estimé, alors qu'il jouait un rôle déterminant. Enfin, l'ambiance qui régnait dans les Ludi, bien que sévère, était empreinte d'un certain ordre presque militaire. La hiérarchie clairement définie permettait une organisation efficiente et maintenait la discipline. Les relations entre les élèves et les docteurs étaient strictes, mais également structurantes. Ce cadre rigoureux façonnait des combattants conformes aux attentes de l'Empire, capables d'assurer le spectacle et la renommée de leur école dans le grand théâtre que constituait le Colisée. C'est dans ce contexte que la vie des gladiateurs prenait tout son sens, oscillant entre préparation rigoureuse et fatalité. Ainsi, la vie dans les Ludi apparaît comme un mélange de contraintes physiques, d'exigences mentales et de relations humaines singulières. Chaque journée traduisait un engagement total envers un destin souvent tragique, où chaque effort contribuait à la pérennité de la tradition gladiatoriale. Ce cadre strict et organisé formait l'épine dorsale d'une institution qui fascinait et marquait durablement l'histoire antique avant que la prochaine étape de la vie de gladiateur ne commence dans l'arène elle-même. Cette préparation rigoureuse annonce les futures luttes sanglantes et les combats décisifs au cœur de l'amphithéâtre. L'entraînement physique et mental. L'entraînement des gladiateurs constituait une partie essentielle de leur existence avant chaque combat, auquel ils devaient parvenir préparés non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Les écoles de gladiateurs, appelées ludus, étaient des lieux où ces hommes s'adonnaient à un régime strict d'exercice quotidien. L'objectif principal était de renforcer leurs conditions physiques et d'acquérir une technique précise à l'aide de différentes armes utilisées dans l'arène. Chaque exercice était conçu pour développer leur endurance, leur agilité et leur force afin de résister aux duels éprouvants. Les routines d'entraînement incluaient des courses, des sauts et des exercices avec des poids pour solliciter la musculature de manière équilibrée. Les enseignants, souvent d'anciens combattants expérimentés, inculquaient la maîtrise des armes les plus courantes comme le gladius, la lance ou le trident. Par exemple, le maniement du scutum, ce grand bouclier rectangulaire, demandait des heures de pratique afin de parer les coups d'adversaires armés de différentes armes. Ces techniques étaient complétées par des exercices d'esquive, visant à perfectionner la rapidité et la précision des mouvements. La discipline au sein du ludus était rigoureuse. Les règles imposaient non seulement de répéter longuement les gestes, mais également d'apprendre à combattre en fonction de la taille, de la force et des armes de l'adversaire, anticipant ainsi les différentes situations possibles dans l'arène. Des simulations de combat étaient organisées entre élèves pour tester leurs compétences en conditions proches de la réalité. Ces matchs constituaient aussi un moyen d'évaluer leur capacité à appliquer des stratégies, telles que changer de position ou concentrer l'effort sur une faille dans la défense de l'ennemi. Outre l'entraînement physique, l'aspect mental occupait une place importante. Les futurs gladiateurs
étaient préparés à affronter la violence des combats qui pouvaient être mortels. La peur, la tension et le stress devaient être surmontés afin de conserver la lucidité indispensable au maintien de la vie. Des exercices de concentration, de méditation ou même de visualisation anticipaient ces conditions, aidant les combattants à garder leur calme malgré l'intensité du spectacle. Certains historiens suggèrent que les gladiateurs développaient une forme particulière de résilience mentale, fruit de cette préparation rigoureuse. La connaissance des règles tacites de l'arène faisait aussi partie de leur formation. Il existait un code non écrit, partageant ce qui était permis ou interdit, ainsi que la manière d'agir selon les attentes du public et des organisateurs. Par exemple, la gestion du contact avec le public et la manière de rendre le combat dramatique sans sacrifier sa propre sécurité nécessitaient un discernement qui allait bien au-delà du combat physique. La perception de la foule, qui oscillait entre admiration et cruauté, jouait un rôle psychologique important dans la préparation mentale des gladiateurs. La spécialisation constituait un autre aspect notable de l'entraînement. En fonction des caractéristiques physiques ou des préférences, un gladiateur pouvait adopter un type spécifique de combat. Parmi les catégories les plus connues figurait le murmillo, équipé d'un casque à visière et d'un grand bouclier. Le rétiaire, armé d'un filet et d'un trident, privilégiant la rapidité. Ou le secutor, dont l'armure lourde compensait un style plus défensif. Chacun de ces profils exigeait une discipline adaptée, tant dans le maniement des armes que dans l'endurance. Ces distinctions renforçaient aussi le spectacle en proposant une diversité de styles. Les journées d'entraînement débutaient souvent par des échauffements destinés à préparer le corps à l'effort intense. Les gladiateurs pratiquaient alors des exercices de souplesse, de respiration et de coordination. La réussite dans l'arène dépendait en partie de la capacité à éviter les blessures, ce qui impliquait un corps à la fois fort et souple. La récupération occupait donc une place importante, avec des massages et des soins spécifiques prodigués pour traiter les courbatures ou les blessures légères. Le suivi médical était parfois assuré par des médecins attachés au ludu. Le respect des routines quotidiennes incarnait également une discipline mentale. L'entraînement n'était pas une activité seulement physique, mais un engagement total destiné à transformer des hommes ordinaires en combattants redoutables. Cette transformation passait par une adaptation progressive aux contraintes imposées par la vie du gladiateur. Ainsi, les habitudes alimentaires, le sommeil et les temps de repos étaient intégrés dans un cadre strict. La volonté de survivre et de gagner apportait une motivation supplémentaire qui structurait toutes ces pratiques. Les gladiateurs n'étaient pas nécessairement des esclaves. Certains étaient des hommes libres qui choisissaient cette voie pour accéder à la célébrité ou améliorer leurs conditions sociales. Ce choix nécessitait une acceptation profonde des dangers liés au combat. La formation leur offrait alors une chance d'acquérir une maîtrise technique qui pouvait compenser leurs conditions initiales et leur fournir un certain statut. Pour ces combattants volontaires, l'apparence physique soignée, se traduisant par des muscles développés et une posture assurée, participait à renforcer leur aura dans l'arène. La gestion du stress était fondamentale face à l'audience immense et parfois hostile du Colisée. L'entraînement incluait donc des séances où les apprentis gladiateurs étaient soumis à des cris et bruits simulant la foule, afin d'habituer leur sens à l'ambiance tumultueuse des combats. Cela aidait à empêcher la panique et à maintenir la concentration durant le combat réel. L'expérience répétée permettait d'exercer un contrôle progressif sur les réactions émotionnelles liées à la peur et au danger. Ce travail mental était aussi un facteur déterminant dans la longévité des combattants. Le rôle des lanistes, qui dirigeaient les écoles de gladiateurs, était central dans ce processus. Ils étaient responsables non seulement de la formation, mais aussi de la discipline et de la sélection des combattants. Leur expérience leur permettait d'adapter les programmes d'entraînement aux besoins spécifiques de chaque homme. Certains lanistes développaient des méthodes innovantes pour améliorer les performances. Par exemple, en intégrant des exercices pour renforcer la résistance aux blessures
ou en affinant les combinaisons d'armes. La relation entre le laniste et ses gladiateurs pouvait donc influencer directement la qualité de leur préparation. Les gladiateurs apprenaient aussi à connaître leur propre corps afin d'éviter les faiblesses susceptibles d'être exploitées lors des combats. Cette connaissance intime passait par des observations régulières de leurs capacités physiques et par un entraînement particulier visant à améliorer les points faibles. La prévention des blessures engageait une attention constante pour que chaque mouvement soit efficace sans contrevenir à la santé. À ce titre, la pratique de techniques issues d'autres disciplines ou la collaboration avec des thérapeutes faisaient partie de leur quotidien. La santé corporelle devenait une quête constante. Par ailleurs, la dimension stratégique constituait une part importante de l'enseignement. Le combat ne reposait pas uniquement sur la force brute, mais impliquait souvent des stratégies pour fatiguer l'adversaire, créer des ouvertures ou utiliser le terrain à son avantage. Comprendre et anticiper les mouvements de l'ennemi permettait de mieux gérer l'énergie et d'augmenter ses chances de victoire tout en limitant l'exposition au risque. Les différentes écoles développèrent des tactiques propres, transmises oralement ou par l'exemple, afin d'enrichir le savoir-faire des gladiateurs. Une autre facette de l'entraînement concernait les alliances temporaires et les rivalités entre combattants. Bien que chaque gladiateur combattît individuellement, il devait parfois apprendre à collaborer ou s'opposer à certains dans un cadre de préparation. Ces relations humaines enrichissaient l'expérience de manière complexe, mêlant compétition et solidarité. Comprendre la psychologie des adversaires et des partenaires apportait une dimension supplémentaire à la préparation mentale, essentielle pour faire face à la diversité des situations dans l'arène. L'équipement utilisé lors des entraînements se devait d'être fonctionnel et conforme aux exigences du combat, tout en limitant les risques de blessures graves. Les armes d'entraînement étaient souvent émoussées, ce qui permettait de répéter les techniques en minimisant les accidents. Les protections portées servaient à renforcer la sécurité sans gêner les mouvements. Cet équilibre délicat dressait un cadre sécurisant où le geste s'affinait sans pour autant perdre en réalisme, préparant le gladiateur à l'exigence du combat véritable. La coutume voulait également que les gladiateurs s'approprient un certain style personnel. Ce style reflétait non seulement leurs aptitudes physiques, mais aussi leur personnalité et leur histoire. L'entraînement favorisait ainsi la créativité dans le maniement des armes, tout en respectant les règles et la discipline. Cette personnalisation offrait aux gladiateurs un moyen d'exprimer leur identité dans l'arène, ce qui pouvait séduire le public et influencer leur popularité. La finesse technique et l'élégance du geste devenaient des facteurs aussi importants que la brutalité. En résumé, l'entraînement des gladiateurs se déroulait comme un processus complet et intense, mêlant préparation physique, apprentissage technique, adaptation psychologique et développement stratégique. Cette combinaison rigoureuse leur permettait d'affronter l'arène avec une efficacité qui transcende la simple violence. La vie au ludus, marquée par la répétition patiente et la progression constante, forgeait des combattants capables de résister à la dureté des combats et, à certains moments, de conquérir la gloire. Ce parcours de transformation s'inscrivait dans la complexité du monde romain antique où spectacle et existence se mêlaient étroitement. Ainsi, la préparation des gladiateurs illustre une dimension profonde de leur rôle dans la société romaine, dépassant le simple affrontement physique. Elle révèle un univers où chaque geste et chaque décision participent à une quête multifacette de survie, de maîtrise et de reconnaissance. Cette compréhension invite à revisiter l'image souvent réduite à la violence brute, mettant en lumière l'intensité et la complexité du métier de gladiateur. La prochaine étape de ce récit sera consacrée aux combats eux-mêmes, où se concrétisent toutes les heures d'entraînement et de préparation mentale. Le rôle des gladiateurs dans la société romaine. Le monde des gladiateurs constitue une composante essentielle de la culture romaine antique, mêlant à la fois la violence des combats et une forme de spectacle codifié. Ces hommes, souvent venus de milieux variés, détenaient une position sociale complexe dans la société romaine. En effet, ils étaient à la fois admirés pour leur bravoure et leur endurance physique, mais en même temps
considérés comme appartenant à un statut inférieur, puisqu'ils étaient pour beaucoup des esclaves, des déportés ou des condamnés. Leur existence quotidienne se déroulait dans un cadre strict et rigoureux, imposé par les écoles appelées ludus, où ils suivaient un entraînement intensif. Cet entraînement visait à développer leur capacité corporelle, leur maîtrise des armes et leur endurance, indispensables pour survivre au combat qui pouvait sembler parfois inévitable. Le ludus, dirigé par un laniste, était à la fois une école et un lieu de détention. C'est là que les gladiateurs apprenaient non seulement à manier différentes armes, mais aussi à respecter un ensemble de règles précises. La hiérarchie y était rigoureuse. Les gladiateurs les plus expérimentés prenaient souvent un rôle de mentor ou de leader vis-à-vis des novices. Parmi les catégories de combattants, certaines étaient spécialisées dans différentes techniques de combat, ce qui rendait les duels plus variés et plus spectaculaires pour les spectateurs. Cette diversité des styles renforçait l'attrait du public pour les jeux. Dans leur préparation, ils recevaient une attention particulière en matière d'alimentation et de soins. Une bonne condition physique était indispensable. Malgré la dureté de leur vie, ils bénéficiaient parfois d'un suivi médical avancé, ce qui montre l'importance économique et sociale que leur présence sur l'arène représentait. La vie d'un gladiateur n'était cependant pas seulement faite d'entraînement. Entre les combats, ils vivaient sous surveillance et dans des conditions strictes, souvent loin de la liberté personnelle. Leur quotidien était marqué par la discipline militaire, ainsi que par une existence marquée par la menace constante de la mort lors des Jeux. Ces spectacles publics avaient une fonction sociale et politique majeure, car ils offraient au peuple romain une forme de divertissement à grande échelle. Le Colisée, le plus grand amphithéâtre construit à Rome, pouvait accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, témoignant de l'ampleur que prenaient ces événements. Ces lieux de spectacle symbolisaient à la fois la puissance de la cité et la fragilité de ceux qui s'y produisaient, oscillant entre gloire et fin tragique. La popularité des gladiateurs au sein de la population romaine tient à plusieurs facteurs. D'un côté, leur courage et leur capacité à affronter la mort suscitaient de l'admiration. De l'autre, cette fascination était tempérée par le fait qu'ils incarnaient une réalité sociale complexe et contradictoire. De héros aux yeux des foules, mais souvent exclus d'une reconnaissance sociale pleine et entière. Au sein des récits historiques, certains gladiateurs ont accédé à une forme de célébrité, voire de richesse, bien que cela reste une exception. La majorité demeurait prisonnière du système esclavagiste ou de la condition d'affranchi. Cette ambivalence se reflétait dans les perceptions que la société entière nourrissait à leur égard. Une admiration mêlée d'une certaine forme de mépris et de peur. Les combats eux-mêmes obéissaient à des règles établies, visant à préserver un certain équilibre entre risques mortels et spectacles contrôlés. Il arrivait que certains affrontements soient moins mortels que l'on pourrait l'imaginer, avec des signaux précis pour faire cesser le combat lorsque l'un des gladiateurs était gravement blessé ou épuisé. Le vainqueur pouvait alors espérer une récompense, parfois symbolisée par une palme ou la promesse d'une liberté conditionnelle, si cette lutte avait été particulièrement mémorable. Cette possibilité de libération était appelée la rudis, une récompense rare mais prisée. Elle offrait une lumière d'espoir dans un univers où la mort pouvait survenir à tout instant, rendant chaque victoire une étape cruciale dans un parcours semé d'embûches. La portée politique et sociale des combats de gladiateurs était considérable. Les empereurs utilisaient souvent ces jeux pour légitimer leur pouvoir et gagner la faveur du peuple. Organiser des combats somptueux permettait de manifester la puissance impériale tout en maintenant un contrôle sur la population à travers un divertissement spectaculaire. Le Colisée, construit sous le règne de l'empereur Vespasien, fut le symbole même de cette politique de grandeur. Dans cet amphithéâtre, chaque affrontement racontait une histoire sur la domination, la discipline et le sacrifice. Le recours à la violence comme spectacle officialisait une forme de contrôle social, en canalisant les passions publiques
vers un divertissement codifié et répétitif. Les récits antiques évoquent parfois la vie quotidienne dans les maisons des gladiateurs, où ils partageaient une camaraderie intense liée à leurs conditions communes. Malgré leur rudesse, ces groupes développaient une solidarité nécessaire à leur survie. Cette proximité se traduisait aussi dans leur langage, leurs rituels hérités d'une culture spécifique propre au monde du gladiateur. Paradoxalement, ces combattants suscitaient un respect tacite, notamment pour leur force physique et leur performance. Le fait qu'ils soient parfois libérés et intégrés dans le peuple libre accentuait cette ambivalence. Leur image oscillait ainsi entre celle de serviteurs de la violence ordonnée et d'icônes populaires. La préparation au combat exigeait une attention rigoureuse sur l'équipement. Chaque gladiateur était doté d'armes adaptées à son style, que ce soit le secutor au casque lisse et lourd ou le retiarius équipé d'un trident et d'un filet. Ces différences créaient un spectacle visuel que le public appréciait. Les combats étaient autant des duels que des représentations symboliques où chaque geste, chaque stratégie militaire adoptée contribuait à une dramaturgie silencieuse. La stratégie dominait parfois la brutalité pure, mettant en avant l'habileté plutôt que la force brute uniquement. Cette complexité ajoutait une dimension humaine au combat, dévoilant des hommes maîtrisant autant leur corps que leur psychologie. Malgré cette forte médiatisation, la réalité de la vie des gladiateurs restait souvent cruelle. Leur existence, conditionnée par des règles de marché et de propriété, était définie par la domination des lanistes responsables, qui pouvaient vendre ou échanger les combattants selon des intérêts économiques. Ces professionnels de la discipline imposaient des conditions strictes, assurant à la fois la préparation des gladiateurs et leur disponibilité pour les jeux. Cette organisation contribuait à faire des spectacles une industrie florissante. Elle donnait aussi une structure au métier de gladiateur, où l'obéissance et la discipline étaient des clés de la survie. L'iconographie antique témoigne de la fascination pour ces hommes en armes. Fresques, sculptures et mosaïques représentent des scènes de combat ou des portraits de gladiateurs célèbres. Cette production artistique traduit un regard social chargé d'ambiguïté, entre valorisation héroïque et rappel constant de leurs conditions subalternes. Cette dualité est manifeste dans l'usage même des termes employés pour les désigner ou dans la manière dont la littérature antique les évoque. Tantôt comme des exemples de courage, tantôt comme une force servile exploitable. Ces représentations permettent de comprendre combien le gladiateur était un élément clé du tissu culturel romain. Afin de comprendre l'importance des gladiateurs, il est également nécessaire de replacer leur rôle dans le cadre plus large des rites romains. Les combats entretenaient un lien avec des traditions religieuses et les fêtes publiques, renforçant ainsi leur caractère rituel. Ces événements marquaient souvent des moments de célébration ou de commémoration, intégrant la violence dans un cadre social codifié. Le mélange du sacré et du profane donnait au jeu une signification particulière, qui dépassait la simple confrontation physique pour rejoindre des valeurs et des croyances populaires. Les gladiateurs devenaient ainsi à la fois des acteurs et des symboles au sein d'un système plus large. Leur histoire se mêle également à des récits mythologiques et légendaires. Certains combats évoquaient des affrontements ancestraux entre héros ou servaient à illustrer des vertus particulières. Ces mises en scène contribuaient à renforcer l'identité collective et à nourrir un imaginaire commun. Le recours à ces symboles permettait de donner une profondeur supplémentaire aux affrontements, transformant chaque combat en un acte chargé de signification. Ces représentations populaires inscrivaient les gladiateurs dans une lignée héroïque, malgré leurs origines souvent modestes ou serviles. En conclusion, la vie des gladiateurs dans la Rome antique était marquée par une tension constante entre l'admiration publique et la marginalisation sociale. Leur existence était régie par des règles strictes et une discipline inébranlable, dans un contexte où le spectacle de la violence servait des objectifs politiques autant que culturels. Ces hommes, à travers leur force, leur courage et parfois leur tragédie,
incarnaient la complexité d'une cité aux valeurs contradictoires. Leur mémoire continue de fasciner, témoignant d'une époque où la vie et la mort s'entremêlaient dans une arène mythique. Cette compréhension du rôle des gladiateurs invite à poursuivre l'exploration des mécanismes sociaux, qui faisaient de Rome une civilisation emblématique, amorçant ainsi l'analyse des transformations des pratiques combattantes à travers les siècles. La structure et la symbolique des combats dans le Colisée. Dans l'Antiquité romaine, le Colisée s'imposait comme un monument emblématique où se déroulaient des jeux publics d'une grande complexité. Ces spectacles, qui pouvaient durer plusieurs jours, réunissaient des milliers de spectateurs avides. Ils étaient soigneusement organisés selon une structure précise qui reflétait non seulement un divertissement mais aussi une symbolique forte, liée aux valeurs de la société romaine. Les jeux commençaient souvent par des cérémonies rituelles, préparant l'ambiance et exaltant l'importance des combats à venir. Ces rituels servaient à honorer les dieux ainsi qu'à inscrire les combats dans un cadre sacré, juridiquement et moralement codifié. Chaque événement avait un ordre spécifique, programmant diverses catégories de combats et de spectacles, comme les venations, mettant en scène la chasse aux animaux sauvages, suivie par les luttes entre gladiateurs. Les gladiateurs, hommes appelés à combattre, étaient regroupés selon leur spécialité. Certains portaient alors l'équipement complet du mirmillon, lourdement armé, tandis que d'autres adoptaient des styles plus légers, comme le rétiaire, qui utilisait un filet et un trident. Ces distinctions marquaient non seulement des différences tactiques, mais aussi des symboles culturels forts, évoquant des oppositions entre force brute et agilité, ou encore entre civilisés et barbares. Le déroulement d'un combat obéissait à des règles précises, définissant non seulement la manière de lutter, mais aussi la façon dont s'exprimait la clémence envers le vaincu. Le geste du pouce, souvent évoqué dans la culture populaire, avait en réalité une signification plus nuancée, et l'autorité du rédacteur, personnage chargé de diriger les jeux, jouait un rôle crucial dans la décision finale. Ces codes assurèrent un équilibre entre la violence nécessaire au spectacle et le contrôle social apporté par la discipline. La durée des combats variait selon plusieurs facteurs, notamment la nature de l'affrontement, le nombre de gladiateurs impliqués, ainsi que les attentes du public. Parfois, plusieurs combats se succédaient au cours d'une même journée, offrant une diversité d'épreuves. La progression des jeux cherchait à maintenir la tension dramatique tout en exhibant différentes qualités martiales, qualités estimées intrinsèquement liées à l'honneur et au courage. Au-delà du divertissement, ces spectacles portaient une signification politique et sociale profonde. Ils manifestèrent le pouvoir de l'empereur, garant de l'ordre et du bien-être de la cité, tout en offrant une occasion unique de cohésion sociale. Le peuple, rassemblé dans les gradins, devenait un acteur par son jugement et ses réactions, renforçant ainsi le lien entre autorité et citoyen. Le Colisée représentait en cela un théâtre du pouvoir, autant qu'un lieu de loisir. La symbolique des gladiateurs elle-même portait en creux les contradictions de la Rome antique. Ces hommes, souvent issus de milieux modestes ou capturés lors de campagnes militaires, voyaient dans l'arène un moyen paradoxal de conquête personnelle. Leur survie, leur hérome et leur popularité les affranchissaient momentanément des chaînes sociales, mais les exposaient aussi à une mort brutale, parfois instantanée. Ce dualisme incarne une part essentielle de la culture romaine. D'autre part, le décor destiné à ces affrontements participait activement à l'expérience du spectateur. Le Colisée, immense structure ovale, comportait plusieurs étages de gradins permettant à une foule nombreuse de suivre les combats sous un angle idéal. L'architecture elle-même, avec ses voûtes et passages, facilitait les entrées triomphales des combattants, tout comme l'acheminement des bêtes sauvages. Ces aspects techniques soulignent l'importance accordée à la mise en scène. Au fil du temps, la nature des jeux évolua, s'adaptant aux sensibilités changeantes et aux contraintes politiques. Les combats de gladiateurs perdirent progressivement leur fonction initiale de célébration rituelle et prirent un caractère plus manifestement spectaculaire. La dimension symbolique
se maintint toutefois dans l'essence même des combats, témoignant d'un rapport toujours complexe entre tradition, divertissement et manipulation du pouvoir. Le lien entre les gladiateurs et la population passait aussi par leur représentation dans l'art et la littérature. Certains poètes et philosophes évoquèrent leur lutte comme des métaphores du combat humain contre la fatalité. Ces figures héroïques, malgré leurs conditions serviles dans la société, captivaient l'imaginaire collectif par leur courage visible et leur discipline exemplaire. Ainsi, le combattant devenait un modèle paradoxal et ambivalent. Par ailleurs, le contexte des jeux était souvent enrichi par des événements complémentaires tels que des exécutions publiques, des reconstitutions de batailles célèbres ou des simulations de fantaisie maritime. Ces prestations complexes illustraient la capacité des organisateurs à offrir un spectacle total, mêlant réalisme et spectacle, violence et artifice. Elles renforçaient le sentiment de grandeur et d'irréalité associé au jour de jeu. Malgré la dimension protocolaire et symbolique, les jeux n'étaient pas dénués de risques et d'imprévus. Les blessures graves, les accidents et même les émeutes dans la foule faisaient partie du quotidien autour de l'arène. Les organisateurs devaient constamment doser la ferveur spectaculaire avec la sécurité relative des participants. Ces contraintes techniques et humaines ajoutaient une couche de complexité à la gestion des événements, reflet d'une société à la fois fascinée et partagée. L'entraînement des gladiateurs participait directement à cet équilibre. Il était rigoureux et systématique, visant à préparer des combattants à la fois efficaces et capables d'offrir un déroulement fluide des combats. Sous la direction de l'aniste, spécialiste et souvent ancien gladiateur, les aspirants apprenaient à maîtriser à la fois leur corps et les règles du spectacle. Cette formation garantissait la qualité des affrontements tout en contribuant à la longévité des carrières parfois étonnamment longues. La vie quotidienne dans les ludus, ces écoles de gladiateurs combinaient discipline militaire et soins attentifs. Bien qu'esclaves ou prisonniers, certains gladiateurs pouvaient accéder à un certain statut selon leur réussite, parfois même à une forme de célébrité. Leur force physique et mentale était valorisée, parfois honorée lors de fêtes en leur honneur. Ce rapport ambivalent entre exploitation et reconnaissance est une facette essentielle de la condition gladiatoriale. Il faut aussi considérer que le Colisée, doté d'un système sophistiqué de machinerie, pouvait transformer la surface de l'arène. Ainsi, lors de certains jeux, celle-ci était inondée pour simuler des batailles navales ou accueillir des animaux marins. Ces innovations techniques renforçaient l'impression de spectacle total, incarnant le génie d'une civilisation capable de dominer à la fois la matière et l'imaginaire. Elle servait aussi la propagande impériale en manifestant la puissance technique de Rome. Les gestes des gladiateurs, codifiés et répétitifs, devenaient autant une chorégraphie que des gestes de combat. Ils exprimaient en actes des valeurs comme le courage, la maîtrise de soi et la dignité face à la mort. Ces gestes, observés par un public attentif, servèrent de langage non verbal. Ils exploraient également la tension entre vie et mort avec une économie de moyens, inscrivant la violence dans un cadre esthétique et ritualisé. Enfin, la signification des jeux dépassait largement la simple dimension du divertissement. Elle s'inscrivait dans un système religieux, politique et social, transformant le combat en théâtre où s'exprimaient des enjeux hors de l'arène. Le spectacle était un miroir des contradictions romaines, une exaltation de la force et de la discipline, couplée à la fragilité et à la mortalité humaine. Le Colisée devenait ainsi un lieu où se cristallisaient les passions et les valeurs de tout un empire. Ainsi, la structure et la symbolique des combats dans le Colisée révèlent un phénomène profondément cohérent au sein de la civilisation romaine. Cet équilibre entre spectacle, rituel et pouvoir donnait au jeu une place unique dans la mémoire collective. Les prochains développements exploreront plus en détail la vie en coulisses, les préparations des gladiateurs ainsi que leur parcours individuel, à la fois singulier et représentatif d'une époque. Les armes et les équipements des gladiateurs.
Les gladiateurs de la Rome antique portaient des équipements soigneusement conçus pour conjurer à la fois la protection et l'efficacité lors des combats dans l'arène. Chaque pièce d'armure et chaque arme avait une fonction précise, intimement liée au style de combat et aux stratégies adoptées pour survivre et captiver le public. Le choix de ces accessoires était donc loin d'être arbitraire, reflétant une rigueur qui alliait connaissance technique et observation des besoins pratiques. Les casques figuraient parmi les éléments les plus indispensables pour les combattants. Fabriqués en métal, souvent en fer, ils couvraient la tête presque entièrement, protégeant le crâne, le visage et parfois la nuque. Les modèles pouvaient varier, certains possédant une grille pour éviter les blessures au visage tout en permettant une bonne visibilité. D'autres laissaient une ouverture plus large, favorisant l'audition et la ventilation, souvent au prix d'une protection moindre. Le design des casques mettait en avant un équilibre subtil entre défense et mobilité. Le corps des gladiateurs était aussi partiellement protégé par des pièces d'armure appelées manica, qui enveloppaient le bras armé d'un gladiateur, offrant une défense face aux coups adverses. Ces bandes métalliques ou de cuir renforcé étaient solidement attachées, assurant à la fois flexibilité et robustesse. Elles étaient souvent complétées par des jambières protégeant les jambes, particulièrement les tibias, qui pouvaient subir des attaques rapides et répétées dans un combat corps à corps. Le torse était généralement protégé par une simple ceinture ou une bande couvrant la zone lombaire, car une armure intégrale aurait limité les déplacements. Cette économie de protection reflétait la nécessité de conserver une liberté de mouvement maximale. Ce compromis entre défense et agilité était l'une des caractéristiques majeures du matériel utilisé. Chaque gladiateur devant exploiter ses forces physiques tout en minimisant ses faiblesses. En ce qui concerne les armes, elles étaient aussi variées que les combats auxquels elles servaient. L'épée courte, ou gladius, apparaissait souvent comme l'équipement principal. Sa taille modérée permettait des frappes rapides et précises, adaptées aux espaces confinés de l'arène. Maniable aussi bien pour les attaques que pour les parades, cette arme convenait à de nombreux styles de combat, y compris ceux des retiarius, qui préféraient éviter le contact rapproché. D'autres gladiateurs préféraient le trident ou le filet, combinant ces deux accessoires pour immobiliser leur adversaire. La tactique consistait à lancer le filet pour capturer la cible avant de l'achever avec le trident. Cette manière de combattre exigeait de la dextérité et une excellente connaissance des timings, car la rapidité de réaction était déterminante lors de la division de l'attention entre lancer et attaque. Le bouclier, ou scutum, était un autre élément fondamental, offrant une large surface pour parer les coups. Sa forme arrondie ou rectangulaire variait selon le type de gladiateur et la fonction défensive souhaitée. Ce bouclier pouvait être assez lourd, ce qui nécessitait une force considérable pour le manier efficacement tout en préparant les ripostes. Il constituait cependant un refuge quasi indispensable contre les attaques directes. Les gladiateurs portaient également des protections supplémentaires comme les épaulières ou des éléments renforçant les coudes et les genoux. Ces pièces compactes avaient pour but de réduire les blessures lors des impacts tout en n'entravant pas la mobilité. Chaque combattant pouvait ajuster son équipement pour répondre aux besoins spécifiques dans le cadre de leur catégorie et mode de combat. Cette personnalisation participait à la variété spectaculaire offerte au public. L'importance de ces armes et protections se manifestait dans l'entraînement intensif que recevaient les gladiateurs. Dès leur incorporation dans les écoles de gladiateurs, ils apprenaient non seulement à manier leur matériel, mais aussi à comprendre la fonction et la limite de chaque pièce. La maîtrise de ces outils était une condition sine qua non pour rester en vie sur l'arène et pour exécuter une chorégraphie de combat qui fascinait les spectateurs. Le matériel impactait aussi l'équilibre physique des combattants. Porter une armure et des armes lourdes sollicitait particulièrement l'endurance et la force musculaire. L'entraînement visait donc à développer à la fois la résistance aux efforts prolongés et une agilité suffisante pour esquiver et contrer les attaques. Les équipements imposaient un rythme et un style.
obligeant chaque gladiateur à s'adapter physiquement et tactiquement. Les choix des armes répondaient également à des traditions culturelles spécifiques. Par exemple, les myrmillons se distinguaient par le port d'un casque orné de crête et d'un large bouclier, combattant généralement avec une épée. Les seconds, appelés thraces, utilisaient généralement un petit bouclier et une épée courbe, favorisant la rapidité des mouvements. Ces distinctions tiraient leurs racines dans des références mythologiques et historiques qui ajoutaient une dimension symbolique au combat. Ces différences rendaient chaque affrontement unique, créant un spectacle où chaque type de gladiateur avait son propre rôle dans la dynamique du combat et dans la narration tacite d'une lutte entre force, adresse et endurance. L'équipement devenait ainsi un moyen d'identification, une signature visuelle et fonctionnelle qui marquait l'identité du combattant dans l'arène face à la foule attentive. Les matériaux utilisés dans la conception des armes et armures pouvaient varier selon les ressources disponibles et la richesse de l'école de gladiateurs. Le fer était communément employé pour sa durabilité, tandis que le bronze offrait une alternative plus légère mais moins résistante. Certaines pièces pouvaient être réalisées en cuir renforcé, notamment pour les zones nécessitant plus de flexibilité. Ces variantes influaient sur la qualité et l'efficacité du matériel perçu. Le soin accordé à l'entretien du matériel était essentiel. Le métal devait être protégé contre la corrosion, lesté pour conserver sa forme et rééquilibré en cas d'usure. Les gladiateurs ou leurs maîtres s'assuraient que chaque instrument était en parfait état avant chaque combat. Cette préparation soignée garantissait non seulement la performance, mais aussi la sécurité relative dans un environnement où le moindre défaut pouvait coûter la vie. L'importance accordée à l'apparence des équipements n'était pas seulement pragmatique. Le prestige du gladiateur passait aussi par la qualité et la décoration de ses armes et armures. Parfois, des ornements comme des gravures ou des symboles étaient ajoutés pour renforcer la réputation du combattant et affirmer sa place dans la hiérarchie sociale de l'arène. Ces détails accentuaient la dimension spectaculaire des affrontements devant les spectateurs. Le poids des armes et des protections constituait un paramètre essentiel dans la gestion de la stratégie combative. Trop lourd, le matériel alourdissait les mouvements et réduisait la vitesse d'exécution. Trop léger, il risquait d'offrir une défense insuffisante face aux coups puissants. La sélection des éléments équilibrait donc ces exigences opposées, et les gladiateurs devaient apprendre à optimiser leur équilibre personnel entre mobilité et protection. En fonction de leur style, certains gladiateurs modifiaient eux-mêmes leur équipement. Ils pouvaient adapter la taille du bouclier ou la forme de la lame pour accentuer leurs préférences tactiques. Cette capacité d'adaptation participait à l'évolution permanente des techniques de combat, rendant les affrontements toujours plus imprévisibles et riches en enseignements sur la maîtrise des armes. La coexistence de différents types d'équipements sur une même arène renforçait l'aspect spectacle du combat. Les contrastes entre combattants équipés d'armes lourdes et ceux favorisant la rapidité créaient une dynamique visuelle et stratégique où chaque mouvement avait un impact significatif. Cette diversité maintenait l'attention des spectateurs sur les nuances de la lutte, incarnant les tensions entre puissance brute et agilité raffinée. Savoir manier ces équipements était donc une compétence fondamentale. Au-delà de la simple force, la technique et la réflexion stratégique déterminèrent souvent l'issue d'un combat. Le gladiateur devait anticiper les coups adverses tout en exploitant au mieux la portée et les propriétés de son matériel. Cet apprentissage continu faisait partie intégrante de son quotidien dans les ludus, les écoles de gladiateurs. Le rôle des maîtres en armement était central dans ce contexte. Ils conseillaient les combattants sur le choix et l'utilisation de leur équipement, surveillaient la qualité de fabrication et adaptaient parfois les attributs selon les progrès individuels. Leur expertise contribuait à maximiser le potentiel et à minimiser les dangers inhérents à la pratique violente de ces sports de l'Antiquité. Enfin, la signalétique liée aux équipements jouait un rôle social et politique. Certains gladiateurs devenaient des figures emblématiques
grâce à leur armure caractéristique, symbolisant différentes qualités ou reflétant des croyances culturelles. Par ce biais, l'équipement transcendait sa fonction utilitaire pour devenir un marqueur identitaire et un vecteur d'influence dans la société romaine. Ainsi, les armes et armures constituaient la base matérielle et symbolique de la vie des gladiateurs. Leur conception répondait à un équilibre subtil entre fonctionnalité et expression, entre survie et mise en scène. L'étude approfondie de ces éléments révèle une facette essentielle de l'organisation des jeux et de la psychologie des combattants, soumis à l'épreuve du combat dans l'arène. À mesure que l'attention se porte sur ces objets, leur analyse ouvre une compréhension plus large du rôle des gladiateurs dans la société romaine. Leur armement n'est pas seulement un outil de combat, mais aussi un objet chargé de significations multiples, fonctions d'identité individuelle et collective, traduisant les préoccupations à la fois techniques et culturelles du monde antique. Cette dimension invite à poursuivre l'exploration du quotidien des gladiateurs dans ses divers aspects. Les journées types de combat. Les combats de gladiateurs, bien que souvent perçus à travers le prisme de la violence et du spectacle, répondaient à un rituel quotidien rigoureux et méthodique qui structurait la vie dans la Rome antique. Dès l'aube, les préparatifs commençaient dans les casernes où les gladiateurs vivaient et s'entraînaient. Ces bâtiments, appelés ludus, étaient à la fois un lieu d'instruction et de vie communautaire. Chaque combattant suivait un programme précis, conçu pour affiner son habileté au combat tout en renforçant son endurance physique. Les gladiateurs, qu'ils soient esclaves, prisonniers de guerre ou hommes libres ayant choisi ce métier, passaient des heures à s'exercer sous la supervision de leur maître de ludus. Ces entraîneurs, connus sous le nom de doctores, dispensaient un enseignement rigoureux qui tenait compte des différentes armes et styles de combat. Les entraînements étaient souvent réalisés à l'aide d'armes en bois ou de boucliers légers pour minimiser les risques de blessures. La discipline était au cœur de cette vie quotidienne. Le respect des règles de l'école et de la hiérarchie assurant la cohésion du groupe. Le régime alimentaire des gladiateurs jouait un rôle capital dans leur préparation. Contrairement à une idée répandue, leur alimentation se composait principalement de céréales, de légumineuses et de légumes, visant à fournir résistance et vigueur plutôt qu'un développement musculaire excessif. Des études archéologiques sur les ossements de combattants ont révélé une consommation régulière de boissons riches en calcium, ce qui expliquait une certaine robustesse osseuse. Cette attention portée à la nutrition témoignait de l'importance stratégique donnée à chaque aspect de leur condition physique. À mesure que la journée avançait vers l'après-midi, l'atmosphère dans le Colisée se modifiait. Les spectateurs commençaient à affluer par milliers, leur présence contribuant à l'intensité croissante de l'événement. Toutefois, dans les coulisses, tout restait ordonné et contrôlé. Les gladiateurs étaient préparés avec soin. On leur enfilait les protections adéquates, on vérifiait les équipements et on leur prodiguait parfois des soins rapides en cas de blessures légères des combats précédents. La gestion précise du temps était essentielle, car le déroulement du spectacle devait respecter un calendrier strict. Les combats eux-mêmes, bien qu'improvisés par l'opposition des combattants, respectaient des règles tacites. Chaque affrontement commençait par une entrée solennelle dans l'arène, marquée par des rites symboliques rappelant la gravité du défi. Les armes choisies reflétaient les traditions spécifiques à chaque type de gladiateur, comme le murmillo, l'essoré ou le rétiaire. Ces catégories correspondaient à des styles et des stratégies variées, influençant les techniques utilisées et la dynamique du combat. La diversité des profils assurait la variété et le spectacle pour le public. Durant le combat, l'endurance mentale prenait autant d'importance que la maîtrise technique. La concentration des gladiateurs permettait de percevoir les moindres gestes de l'adversaire, d'anticiper ses mouvements et de réagir avec précision. L'objectif n'était pas toujours la mort de l'ennemi, mais souvent la démonstration de supériorité, la capacité à infliger des blessures non fatales ou à contraindre à la reddition. Néanmoins, la brutalité du contexte et les décisions parfois impartiales des organisateurs pouvaient transformer le combat en tragédie,
où la vie ou la mort se jouait à un instant. La réputation de chaque gladiateur s'établissait au fil de ces confrontations. Certains parvenaient à atteindre une renommée durable, même en dehors des arènes. Cette célébrité était paradoxale. Les gladiateurs faisaient face à une forme de marginalisation sociale, mais bénéficiaient aussi d'adulation et de cadeaux. Les affinités avec les factions politiques et les sponsors enrichissaient leur statut, tout en renforçant leur rôle dans le maintien de la paix et du contrôle social à Rome, par le biais du divertissement public. Tous ces éléments définissaient une journée de combat typique se déroulant dans le cadre imposant du Colisée. Les heures s'écoulaient selon un rythme mesuré, où préparation, combat et récupération s'enchaînaient avec discipline. La figure du gladiateur incarnait à la fois l'exemplarité de la force physique et la précarité d'une existence soumise aux caprices d'un public avide d'émotions fortes. Ainsi, la vie dans l'arène conjuguait à la fois gloire éphémère et destin incertain, témoignant de la complexité de cette institution romaine essentielle. Ce récit des journées types de combat invite à une compréhension plus nuancée de cette facette du monde antique, loin des clichés simplistes. Il prépare à explorer, dans la suite, les dimensions moins visibles de ces spectacles, notamment les mécanismes organisationnels et les significations politiques sous-jacentes qui faisaient du jeu des gladiateurs un instrument de pouvoir, d'influence dans la Rome impériale. La notion de gloire et de célébrité, la trépidante lutte pour la gloire et la célébrité dans l'arène antique dévoile bien des réalités souvent assombries par le récit populaire. Pour le gladiateur, la victoire n'était pas simplement un triomphe physique, mais une conquête de son propre destin et parfois une ouverture vers une existence autre que celle d'esclave ou de guerrier condamné. Le rôle social de la victoire dans les combats organisés dans le Colisée, ainsi que dans d'autres amphithéâtres de Rome, était bien plus complexe qu'un spectacle de violence. En effet, les gladiateurs, malgré leurs conditions, pouvaient bénéficier d'une reconnaissance publique qui oscillait entre admiration et crainte. Leurs exploits se traduisaient souvent par une forme de célébrité, avec des noms qui circulaient dans les ruelles de la ville impériale et inspiraient un certain respect, voire une certaine fascination. Cette reconnaissance se manifestait à différents niveaux, allant du soutien d'un riche mécène à un statut presque mythique dans la mémoire collective. La victoire offrait ainsi la possibilité, pour ceux qui parvenaient à survivre suffisamment longtemps, de se créer une identité propre, détachée de leur origine initiale. L'entraînement quotidien du gladiateur, rigoureux et discipliné, formait la base essentielle de cette quête de renommée. Chaque combat dans l'arène représentait un défi de taille, où la maîtrise des armes et la stratégie se conjuguaient avec la volonté de survivre. La célébrité n'était pas donnée d'emblée, elle se gagnait par la persévérance, la détermination et une certaine dose d'habileté. Ces hommes maîtrisant diverses techniques, que ce soit l'épée courte, le trident ou le filet, incarnaient la préparation intense et la volonté de dominer un adversaire souvent aussi aguerri qu'eux. Au-delà du simple affrontement, la victoire pouvait engendrer un changement radical dans la vie d'un gladiateur. Certains parvenaient à obtenir la rudie, la rame en bois symbolique de la liberté, une récompense symbolique qui marquait la fin de leur carrière dans l'arène et leur affranchissement. Cela ne représentait pas un chemin facile, mais une aspiration réelle pour beaucoup, alliant espoir et possibilité de nouveaux départs, parfois loin des tumultes du spectacle sanglant. La liberté, bien qu'extrêmement rare, demeurait un horizon vers lequel beaucoup regardaient avec fervente espérance. Le contexte culturel romain célébrait le courage et la résilience, des qualités vitales dans la vie des gladiateurs, qui pouvaient acquérir une popularité remarquable auprès des foules. Leurs victoires étaient mises en scène avec soin, et certains gladiateurs devenaient des figures presque légendaires, sublimées par des récits parfois amplifiés par les commentateurs et les chroniqueurs anciens. L'impact de cette célébrité pouvait s'étendre au-delà des jeux eux-mêmes, en inspirant les arts, la littérature et les représentations visuelles de l'époque, consolidant ainsi leur place dans l'héritage historique. Cependant,
cette renommée avait un revers plus sombre. La vie sur l'arène restait dangereuse et incertaine, et chaque combat pouvait être le dernier. La pression constante de devoir vaincre, alliant la nécessité de plaire aux spectateurs et aux organisateurs, créait une atmosphère oppressante dans laquelle les gladiateurs évoluaient. La notion de gloire était souvent teintée d'amertume, car elle provenait d'épreuves parcourues à travers les souffrances physiques et psychiques. La célébrité pouvait aussi être éphémère, la disgrâce ou la défaite conduisant parfois à la perte non seulement de la vie, mais aussi de toute réputation acquise. Dans la société romaine, les gladiateurs représentaient une figure ambivalente. Ils étaient à la fois les héros des foules et les marginalisés, appartenant souvent à des classes défavorisées, parfois même à des esclaves ou des prisonniers de guerre. Leur célébrité, bien que réelle, n'enlevait rien à leur statut social subordonné. Malgré cela, certains parvenaient à transcender leur origine grâce à leur renommée, nouant des alliances avec des patrons influents qui les aidaient à conserver leur position ou à imaginer un avenir plus stable après la fin de leur carrière. Le chemin vers la célébrité passait également par l'acceptation d'un code strict imposé par les organisateurs des jeux et les propriétaires de ludus, les écoles de gladiateurs. Ce système hiérarchique conditionnait non seulement l'entraînement, mais aussi la manière dont les gladiateurs étaient choisis pour monter dans l'arène et comment leurs performances étaient évaluées. La victoire ou la défaite avait là leurs conséquences réglementées, avec des degrés divers de clémence ou de jugement populaire, selon les circonstances du combat et l'arbitre présent. La mémoire des gladiateurs victorieux était souvent perpétuée par des inscriptions, des statuts ou des mentions dans les archives officielles. Certains noms sont parvenus jusqu'à nous, porteurs d'histoires qui témoignent à la fois de l'âpreté du combat et de la quête d'une reconnaissance durable. Cette immortalité partielle ne faisait pas oublier la réalité brutale qui accompagnait leur existence. C'était, en quelque sorte, la complexité même de ce monde antique où la gloire pouvait naître du combat et s'éteindre aussi vite que la vie fragile des combattants. Cette recherche incessante de la gloire était portée par un désir profond d'émancipation, dans un système rigoureux et impitoyable. Elle offrait aux gladiateurs une raison d'endurer l'inimaginable, un objectif qui transcendait la douleur du moment présent pour toucher à quelque chose de plus grand, d'universel. La victoire dans l'arène, en ce sens, signifiait plus que le triomphe sur un adversaire. Elle représentait une manifestation concrète du pouvoir de l'homme à défier la fatalité et à projeter son existence dans un éclat encore perceptible bien après que les tambours se soient tus. Ce lien étroit entre la toile de fond sociale, la pratique du combat et la notion de célébrité révèle une société complexe où l'image donnée aux gladiateurs relevait autant de la politique que du divertissement. Leur présence dans l'arène offrait aux Romains un spectacle à la fois cru et captivant, un moment où se jouait toute la valeur et toute l'ambiguïté de la puissance individuelle face à l'histoire collective. La renommée acquise sur ce champ de bataille temporaire conditionnait une part importante de leur vie, faisant d'eux des figures emblématiques, malgré la brièveté souvent tragique de leur parcours. Au fil du temps, certaines figures ont franchi les frontières de l'anonymat pour devenir synonymes d'une certaine idée de la bravoure et de la lutte pour la reconnaissance sociale. Leurs histoires, quand elles sont parvenues jusqu'à nous, offrent un éclairage précieux sur les réalités d'un monde où l'existence humaine s'est jouée à travers des rites violents et spectaculaires. La complexité de cet univers impose une lecture nuancée qui dépasse le simple récit sensationnaliste pour saisir l'essence d'une époque, de ses valeurs et de ses contradictions. La notion de victoire chez un gladiateur était donc bien une question de vie. Elle engageait le corps et l'esprit dans une danse incertaine entre la survie et l'accomplissement personnel. Par là, elle s'inscrivait dans une tradition plus large du combat, comme moyen de s'affirmer dans une société où l'honneur tenait une place cruciale. C'est à travers cet engagement total que se forgeait parfois un destin exceptionnel, capable d'élever un homme ordinaire au rang d'icône, à la condition d'avoir su maîtriser les ombres du destin.
En définitive, la célébrité d'un gladiateur n'était pas uniquement l'écho d'un exploit ponctuel, mais le reflet d'un parcours marqué par la discipline, l'endurance et un courage constant. Elle traduisait l'ambition contenue d'un individu et la manière dont il pouvait, malgré tout, exister pleinement dans un univers hostile. Cette reconnaissance sociale, bien que rarement associée à une véritable liberté, offrait néanmoins aux plus chanceux un espoir tangible de transformation et d'émancipation, projet précieux dans l'immensité de l'Empire romain. L'étude de cette dynamique complexe permet d'appréhender non seulement la réalité matérielle du combat, mais aussi la place singulière que les gladiateurs occupaient dans l'imaginaire collectif et le système social romain. Leur vie, marquée par la violence et la discipline, était un témoignage vivant des contradictions inhérentes à la civilisation antique, où la quête de gloire pouvait s'entrelacer étroitement avec la fatalité. Leurs destins, semblables à ceux des acteurs d'une tragédie classique, révélaient une profonde ambivalence entre admiration et souffrance. Les témoignages archéologiques et littéraires confirment le poids que la victoire avait dans cette société. Des fresques murales aux mosaïques racontant des exploits héroïques, jusqu'aux textes de l'époque mentionnant ces figures remarquables, tout concourt à souligner le rôle crucial que jouaient la renommée et le prestige. Ces éléments, souvent insoupçonnés, contribuaient à façonner la perception collective de ces hommes, oscillant entre le héros et le martyr, l'athlète et le soldat. Ainsi, la victoire n'était pas seulement un instant, mais une construction sociale, où se mêlaient performance individuelle et attentes culturelles. Elle constituait l'essence du spectacle romain, mêlant l'art du combat à la politique du pouvoir. Ce modèle alimentaire d'ambition personnelle et de passion publique témoigne pleinement des valeurs complexes d'une société prête à célébrer la force tout en restant consciente de ses limites. Alors que cette notion de gloire trouve son apogée dans l'arène, elle reste intrinsèquement liée à la fragilité de la condition humaine. La célébrité pouvait s'éteindre aussi vite qu'elle apparaissait, soumise au flux des événements, aux caprices des spectateurs et à la violence des combats. Cela soulève une réflexion sur la nature éphémère des succès et sur la manière dont l'histoire, à travers ses figures, se construit aussi par des récits d'échecs et de pertes. Le destin des gladiateurs révèle ainsi la dualité dramatique de la vie dans l'Empire romain. À l'unisson de cette approche, il faut aussi considérer les implications morales et sociales liées à cette quête de gloire. La perpétuation de ces jeux dans la société romaine répondait non seulement à un désir de divertissement, mais aussi à une volonté politique de démonstration du pouvoir et de contrôle des masses. La célébrité gagnée dans ce cadre renvoyait donc à une mécanique plus vaste, où chaque victoire contribuait à renforcer un ordre historique et idéologique au-delà de la simple histoire individuelle. Pour conclure ce panorama, la victoire et la célébrité apparaissent comme deux facettes d'un même phénomène, complexe et profondément ancré dans la culture romaine antique. Leur étude permet de mieux comprendre non seulement le rôle des gladiateurs, mais aussi les dynamiques sociales et culturelles qui animaient ces sociétés. Leurs exploits dans le Colisée, véritable fiction vivante, témoignent d'une époque où la force physique et le spectacle public se conjuguèrent pour marquer durablement les mémoires. Le passage à la suite de cette exploration nous conduira à examiner plus en détail la dimension symbolique de ces combats et la manière dont ils s'inscrivaient dans la représentation de l'ordre cosmique et du destin. Cette nouvelle perspective permettra d'approfondir la compréhension du rôle majeur que jouaient les gladiateurs dans la construction de la mémoire collective et la définition même de ce que signifiait exister dans l'univers romain. Les dangers et la mortalité sur l'arène. Les combats de gladiateurs se déroulaient dans une atmosphère où la vie et la mort s'entremêlaient de manière intime. Chaque affrontement, bien que soigneusement orchestré, portait en lui une incertitude constante. Les gladiateurs, souvent issus de milieux variés comme des esclaves, des prisonniers ou même des hommes libres cherchant la gloire, s'engageaient dans une existence rythmée par une rigoureuse discipline et un entraînement intensif. Leur quotidien était marqué par la préparation physique et mentale
qui visait à forger des combattants capables de supporter le stress extrême des arènes. Les dangers présents sur l'arène étaient réels et omniprésents. Malgré une organisation pensée pour limiter le nombre de morts, chaque joute pouvait se transformer en combat à mort. L'équipement des gladiateurs, bien que protecteur, ne garantissait aucune sécurité complète. L'armure, les casques, les boucliers et les armes variaient selon le type de gladiateur, reflétant des écoles et des styles spécifiques. Cependant, la nature même de ces affrontements imposait un risque élevé. Un coup mal placé, une mauvaise posture ou une défaillance dans le maniement des armes pouvaient entraîner des blessures graves, voire fatales. La société romaine percevait ces combats comme des spectacles destinés à divertir et à démontrer la puissance impériale. La vie des gladiateurs, bien que marquée par la violence, était aussi une quête de reconnaissance sociale et de célébrité. Certains guerriers parvenaient à acquérir une notoriété considérable, devenant de véritables figures publiques. Cependant, cette visibilité n'effaçait pas le fait que la majorité d'entre eux vivaient sous la menace constante de la mort. Les jeux n'étaient pas uniquement une manifestation de force, mais aussi un moyen de soulager les tensions sociales et d'affirmer le contrôle politique à travers un divertissement spectaculaire. En s'entraînant chaque jour, les gladiateurs développèrent des compétences techniques avancées. Ils apprenaient à gérer la fatigue, à anticiper les mouvements adverses et à utiliser leur environnement pour prendre l'avantage. Leur préparation ne se limitait pas à la seule force physique. Une grande part était accordée à la stratégie et à la psychologie du combat. La maîtrise de soi apparaissait comme un atout crucial, car garder son calme devant l'adversité pouvait faire la différence entre la survie et la mort. La mortalité élevée parmi les gladiateurs reflète la brutalité de ce mode de vie. Avec le temps, des réglementations apparurent pour modérer les combats, notamment en offrant la possibilité à un combattant vaincu de réclamer grâce. Le bon vouloir du public et des organisateurs influençait souvent l'issue de ces moments décisifs. Malgré ces mécanismes, beaucoup ne survécurent pas, leur corps servant à illustrer les extrêmes auxquels ils étaient exposés. La mort, bien qu'inévitable, s'imposait comme une partie intégrante de leur existence, renforçant la dimension tragique de leur rôle. Il est important de souligner que les gladiateurs incarnaient aussi des symboles culturels forts. Leur courage et leur endurance représentèrent des valeurs prisées dans le monde romain. Leur présence sur l'arène évoquait une forme de rituel social, où la confrontation physique traduisait des tensions sous-jacentes. Leurs blessures, parfois soignées de manière méticuleuse, témoignaient des efforts pour prolonger la durée de leur spectacle. Chaque combat devenait ainsi un moment chargé de significations multiples, où le risque de la mort accentuait la portée dramatique de l'événement. Les récits anciens nous offrent un aperçu impartial de cette réalité. Les historiens relatent les conditions de vie difficiles des combattants, les mariages parfois célébrés au sein même des écoles, et les relations complexes entre maîtres et esclaves devenus guerriers. Cette coexistence d'anciennes traditions militaires et de spectacles grand public illustre la singularité du phénomène. Malgré le caractère violent des combats, les gladiateurs suivaient un code strict régissant leur conduite sur le terrain, une forme de protocole qui encadrait les affrontements et limitait certaines violences superflues. Les arènes, notamment le Colisée, étaient conçues pour accueillir des milliers de spectateurs dans un environnement favorisant la visibilité et l'intensité dramatique. L'acoustique était pensée pour amplifier les sons des combats et des réactions du public. La foule participait activement, jetant son soutien ou son jugement, influençant parfois le sort des combattants. Ce cadre monumental contribuait à la mythification progressive des gladiateurs, qui devenaient plus que des hommes, des héros tragiques figurant au cœur de la culture romaine. La préparation physique des gladiateurs intégrait des routines strictes et répétitives. L'entraînement quotidien comportait des exercices destinés à renforcer le corps tout en développant réflexes et endurance. La nourriture leur était également contrôlée pour optimiser la performance. Cette discipline rigoureuse découlait d'une exigence élevée. Chaque combat représentait une épreuve
où la moindre faiblesse pouvait compromettre la survie. Les entraînements étaient parfois accompagnés de soins médicaux, ce qui révèle la conscience des entraîneurs quant à la valeur de leurs combattants en tant qu'actifs précieux. Chaque combat était un moment de tension extrême, où toutes les compétences acquises étaient mises à l'épreuve. Même dans un contexte de mise en scène et de règles, le risque d'accident ou de blessure grave restait omniprésent. Les gladiateurs à la fin de leur carrière pouvaient obtenir la rudis, une épée symbolique marquant leur libération. Mais rares étaient ceux qui atteignaient cet honneur. Pour beaucoup, la mort sur l'arène restait la conclusion tragique d'un parcours marqué par la lutte incessante. La réflexion sur la mortalité des gladiateurs souligne combien leur existence, bien que spectaculaire, était précaire. Leur destin oscillait entre gloire passagère et fin tragique. Cette dualité captivait le public romain, qui voyait dans ces combats non seulement une démonstration de force, mais aussi un rappel brutal de la fragilité humaine. La vie et la mort se côtoyaient constamment dans ce théâtre antique, créant une expérience unique où chaque instant pouvait être le dernier. Cette analyse de la vie des gladiateurs invite à considérer leur réalité avec un certain recul. Au-delà des images popularisées par le cinéma ou la littérature, il s'agissait d'hommes soumis à d'extrêmes contraintes physiques et psychologiques. Leur rôle dans la société romaine était ambivalent, mêlant fascination et exploitation. Comprendre la nature des dangers auxquels ils faisaient face enrichit la compréhension globale du spectacle antique et de ses implications culturelles profondes. L'étude détaillée des règles de combat et des types de gladiateurs révèle la complexité de ce monde. Il existait plusieurs catégories, chacune associée à une arme et à un style précis. Par exemple, le murmillo portait un casque orné et utilisait un grand bouclier, tandis que le retiarius combattait avec un trident et un filet. Ces différences de techniques contribuaient à la variété des affrontements et à la stratégie employée. Elles augmentaient aussi les risques, car chaque style impliquait des vulnérabilités spécifiques que l'adversaire pouvait exploiter. Les matériaux utilisés pour les armes et les protections avaient leur importance. Le fer et l'acier, bien que robustes, pouvaient se briser ou créer des blessures sévères. Les gladiateurs devaient aussi maîtriser l'entretien de leur équipement, une tâche cruciale pour préserver leur efficacité. Dans ce contexte, la préparation matérielle devenait un élément de survie autant que l'adresse au combat. L'importance accordée à ces détails souligne la nature professionnelle de ces combattants, très loin d'une simple activité de divertissement. À travers les témoignages antiques et les découvertes archéologiques, se dessine un portrait nuancé de la mortalité dans l'arène. Les amphithéâtres étaient des espaces où se jouaient de véritables drames humains. Chaque victoire était teintée de l'ombre d'une possible défaite fatale. Cette tension constante forgeait une atmosphère unique, mêlant excitation du public et gravité de la situation. L'impact de ces spectacles sur la psyché collective romaine reste, aujourd'hui encore, un sujet d'étude captivant. En somme, la vie d'un gladiateur était une succession d'épreuves où le danger constituait une réalité quotidienne. Leur existence marquait une liaison étroite entre la gloire et le sacrifice. Cette perspective appelle à une lecture attentive de leur rôle, dépassant la simple image de combattants cruels pour intégrer celle d'hommes soumis à une fatalité implacable. Au-delà de leur destinée individuelle, ils incarnaient un phénomène social et culturel riche en signification, reflet de l'Empire romain dans toute sa complexité. L'étude approfondie des conditions de vie et de la mortalité des gladiateurs met en évidence la fragilité humaine dans le cadre de ces spectacles. Cette compréhension ouvre la voie à une appréciation plus juste des événements passés, en insistant sur l'importance des contextes historiques et sociaux. Progressivement, il devient possible d'envisager le récit de ces combattants non seulement comme un divertissement, mais aussi comme une fenêtre sur les valeurs et les réalités de l'Antiquité. Cette analyse conduit naturellement à explorer les éléments qui définissaient leur préparation et leur entraînement, base indispensable à la performance dans l'arène.
Le déclin des jeux de gladiateurs. Le paysage des jeux de gladiateurs dans la Rome antique n'a pas toujours été statique. Avec le passage des siècles, ces combats qui ravissaient autrefois des foules gigantesques ont connu un lent déclin. Ce lent effacement résulte d'un ensemble complexe de facteurs sociaux, politiques, économiques et culturels qui ont transformé peu à peu la place des spectacles violents dans la société romaine. À l'origine, les jeux de gladiateurs jouaient un rôle crucial dans la vie publique romaine, tant sur le plan religieux que politique. Initiés au cours de la République en hommage aux morts, ils servaient également à asseoir le prestige des élites. Mais à mesure que Rome évoluait vers un empire, la nature de ces spectacles changea. Les empereurs utilisaient des combats pour distraire les masses, maintenir l'ordre social et renforcer leur autorité. Cette instrumentalisation politique fut essentielle à la survie des Jeux. Cependant, au cours du IIe siècle de notre ère, des mutations économiques apparurent. Le coût de l'organisation des Jeux, notamment de ceux de grande envergure, devint exorbitant. Les dépenses liées à l'entretien des écoles de gladiateurs, à la nourriture des combattants et aux infrastructures nécessaires représentaient un fardeau croissant. Par conséquent, les mécènes privés puis l'État se montrèrent de plus en plus réticents à financer des événements aussi coûteux. Par ailleurs, l'influence des religions monothéistes, particulièrement celle du christianisme, modifia profondément la perception du public et des gouvernants à l'égard des combats de gladiateurs. Depuis leur début, les jeux avaient une dimension sacrée et rituelle. Mais avec l'avènement du christianisme, la violence héroïque se heurta à des valeurs incompatibles telles que la compassion et le respect de la vie humaine. Les clergés condamnaient ces spectacles comme des actes barbares contraires à leur foi, dénonçant leur nature cruelle. Cette opposition religieuse fut renforcée par une transformation progressive des mœurs. La société romaine, de plus en plus influencée par des idéaux humanistes, se détourna peu à peu d'une culture fondée sur la glorification de la mort et de la violence. Le public s'éloigna des arènes, cherchant d'autres formes de divertissement moins brutales, tandis que les autorités reçurent des pressions croissantes pour restreindre voire abolir ces pratiques. Politiquement, les empereurs postérieurs à l'époque de Trajan firent face à des défis variés, notamment l'instabilité et les crises internes. Dans un contexte troublé, les grands jeux ne correspondaient plus toujours à une politique efficace de maintien de la cohésion sociale. Certaines mesures furent alors adoptées pour limiter leur ampleur ou réduire leur fréquence, reflétant une volonté d'équilibre entre spectacle et pragmatisme. Le déclin fut également marqué par des épisodes concrets. Le célèbre empereur Constantin, converti au christianisme, interdit de manière officielle les combats meurtriers dans l'arène. Bien que cette interdiction ne mit pas immédiatement un terme au jeu, elle traduisit une orientation politique claire. Progressivement, les exécutions publiques et les combats gladiateurs furent remplacés par des formes de divertissement moins sanglantes, comme les chasses d'animaux ou les représentations théâtrales. L'évolution sociale joua un rôle non négligeable. La classe des gladiateurs, autrefois composée majoritairement d'esclaves et de prisonniers de guerre, inclut progressivement des combattants libres. Toutefois, avec le changement des valeurs, ce métier perdit de son attrait. La gloire promise fut reléguée à un second plan face aux risques extrêmes encourus. Le recrutement devint plus difficile et la formation des combattants, coûteuse et complexe, s'en ressentit. L'architecture même des arènes subit des transformations. Moins investies, certaines structures furent abandonnées ou transformées pour d'autres usages. Le Colisée demeura un symbole puissant, mais ses gradins reflétaient moins souvent l'effervescence des grandes batailles d'antan. Avec le temps, les spectateurs se firent moins nombreux, les cris de la foule moins intenses. L'impact économique et symbolique de ce changement fut profond. Le commerce lié au jeu diminuait, affectant artisans, organisateurs et commerçants. La disparition progressive du marché des gladiateurs renforça une économie locale en mutation, poussée à chercher de nouvelles niches. Par ailleurs, les auteurs antiques et historiens contribuèrent à fixer un regard critique sur cette période,
alimentant les débats moraux et sociaux. Malgré ce recul, les combats laissèrent une empreinte durable sur la culture occidentale. Ils inspirèrent mythes, légendes et œuvres artistiques pendant des siècles. La mémoire collective garde en elle un mélange ambigu de fascination et de répulsion, témoignant de la complexité de ces spectacles dans le tissu social antique. Il est également important de noter que ce déclin ne fut pas uniforme à travers tout l'Empire romain. Dans certaines provinces, les traditions des combats persistaient plus longtemps, teintées d'usages locaux. Cette diversité révèle à quel point le processus n'était ni rapide ni linéaire, mais un long dialogue entre anciens et nouveaux. Enfin, le passage à une nouvelle ère politique, avec la chute de l'Empire romain d'Occident, marqua très concrètement la fin des grands jeux. Le changement structurel des pouvoirs et les évolutions culturelles rendaient obsolète le rôle ancien des gladiateurs. Ainsi s'achevait une époque où la vie et la mort dans l'arène représentaient une part essentielle de la société romaine. Dans cette perspective, le recul des jeux de gladiateurs apparaît comme un révélateur important des profondes mutations qui affectèrent Rome en transition. Ces transformations soulignent combien la civilisation antique était soumise à des dynamiques complexes, mêlant tradition, innovation et tension. Elle prépare le terrain pour la compréhension des développements sociaux et culturels ultérieurs. Ce panorama, posé calmement, ouvre la voie à une exploration plus large des évolutions artistiques et spirituelles qui suivirent ce changement. Héritage et perception moderne des gladiateurs. L'image des gladiateurs a traversé les siècles, traversant les représentations populaires, le cinéma et la littérature, tout en conservant une part de mystère et d'exotisme. Ces combattants de l'Antiquité romaine restent souvent perçus comme des figures emblématiques, associées à la violence spectaculaire et à un code d'honneur particulier. Pourtant, cette perception moderne recouvre une réalité complexe qui mérite d'être examinée calmement, en tenant compte des éléments historiques, culturels et sociaux qui façonnèrent leur existence. L'univers des gladiateurs, profondément ancré dans la société romaine, répondait à des fonctions multiples. Il s'agissait non seulement d'un divertissement spectaculaire, mais aussi d'un instrument de contrôle social et politique. Les combats dans les amphithéâtres, notamment au Colisée, servaient à démontrer la puissance de l'Empire, à canaliser les tensions populaires et à renforcer le lien entre le pouvoir et les citoyens. Cette double fonction explique l'ampleur et la régularité des jeux, ainsi que la place centrale occupée par les gladiateurs dans la conscience collective de l'époque. Contrairement aux idées reçues, les gladiateurs n'étaient pas exclusivement des esclaves ou des condamnés. Certains choisissaient cette voie volontairement, attirés par la perspective de gloire, de reconnaissance et, dans certains cas, d'une rémunération substantielle. La formation dans les ludus, ces écoles spécialisées, était rigoureuse et durable. Les futurs combattants bénéficiaient d'un entraînement méticuleux, encadré par des lanistes expérimentés. Leurs conditions physiques, leur endurance et leur maîtrise des armes étaient développées dans le but d'offrir au public un spectacle intense, mais aussi de survivre dans une arène imprévisible. La routine quotidienne des gladiateurs alternait donc entraînement, soins médicaux et préparation mentale. Leur régime alimentaire était étudié pour renforcer leur musculature et leur vitalité. Les vestiaires et les espaces collectifs favorisaient une forme de camaraderie, parfois ambivalente, dans un contexte de compétition. La cohésion au sein des groupes jouait un rôle non négligeable, car bien que chaque combat soit individuel, les lutteurs représentaient aussi une école et un statut commun. La discipline interne était stricte, régulant chaque aspect de la vie afin d'optimiser la performance sur le sable de l'arène. Le rôle des gladiateurs dans la culture romaine dépassait le simple aspect sportif. Ils incarnèrent des valeurs ambiguës, mêlant brutalité et héroïsme. La mort, omniprésente, servait de cadre à une démonstration de courage et parfois de clémence, selon la décision du président des Jeux. La palme de la victoire ne se limitait pas au prestige immédiat. Certains gladiateurs accumulaient des succès prolongés, devenant de véritables célébrités.
Leurs noms pouvaient circuler dans les villes, suscitant admiration, superstition et parfois même un véritable culte. Toutefois, leurs conditions fragiles et périlleuses ne pouvaient être oubliées. La fatalité de la mort ou la blessure grave planait constamment au-dessus des combattants. Leur destin contrastait avec l'éclat de leur renommée. Derrière le faste et la rumeur se cachait une existence souvent brève et douloureuse. Les récits antiques et les vestiges archéologiques témoignent des sacrifices consentis, tout en soulignant la dimension théâtrale et ritualisée des combats. Cette dualité entre spectacle et souffrance nourrit encore aujourd'hui l'imaginaire entourant les gladiateurs. L'héritage des gladiateurs dans la culture moderne s'enrichit de ces nuances historiques. Le cinéma a popularisé une image grandiose et violente, parfois éloignée des faits réels, privilégiant le spectaculaire. Les travaux académiques récents cherchent à rétablir une compréhension plus équilibrée, en insistant sur l'environnement institutionnel, les motivations individuelles et les implications sociales. Cette approche met en lumière la complexité de ces figures, participant à une meilleure appréciation de l'Antiquité romaine dans son ensemble. Plus encore, la fascination contemporaine pour les gladiateurs révèle des interrogations profondes sur la nature humaine, le sacrifice, la violence et le divertissement. Leur image traverse les époques en conservant un pouvoir évocateur, souvent utilisé pour questionner les valeurs modernes. Les expositions, les reconstitutions historiques et les études interdisciplinaires contribuent à un dialogue continu entre passé et présent, enrichissant le regard que nous portons sur cette composante essentielle de la civilisation antique. En conclusion, les gladiateurs peuvent être vus comme des symboles à la fois de la grandeur et des contradictions de la Rome antique. Leur vie, leurs combats, leurs morts s'inscrivent dans un cadre social et politique précis, qu'il est important de ne pas réduire à un simple spectacle de violence. Ce regard nuancé permet de dépasser les mythes omniprésents afin d'apprécier le rôle multifacette de ces combattants et la portée de leur héritage. La réflexion sur cette thématique invite à une écoute attentive, respectueuse des faits et ouverte aux enrichissements que le temps offre. Cette approche préparera à l'étude suivante, qui envisagera à présent les répercussions culturelles et historiques plus larges des pratiques romaines dans le monde antique et l'héritage qu'elles ont légué aux civilisations postérieures.